Ça y est, l'arc Wano Kuni entre enfin dans sa phase finale. Les combats sont quasiment tous finis, il ne reste d'ailleurs plus que le combat Luffy versus Kaido, l'affiche qu'on attendait depuis le début de cette foutue guerre. On a donc eu droit à un arc riche en action, en rebondissements et surtout en révélations. Et d'ailleurs, ce chapitre 1041 nous a justement offert tout ça. C'est pourquoi je vous propose de partir en ma compagnie pour la review de ce chapitre de dingue. C'est parti, let's go! Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes mes chers Nakamas, c'est Roy-sama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 1041 de One Piece. Un chapitre qui sert un peu de, on va dire, résumé de la situation, tout en y apportant de nouveaux mystères, ou en tout cas en confortant certains qui étaient déjà présents, et en introduisant le fight final. Alors juste avant de commencer directement dans l'analyse de ce chapitre, j'aimerais qu'on revienne 2 petites minutes sur les covers donc qu'il y a eu depuis déjà 5 ou 6 chapitres je crois, je ne sais plus, qui font donc partie de la 25e mini-série de One Piece, donc qui s'intitule La froide odyssée maritime des Germa Double Six et qui nous raconte en soi donc l'évasion du Germa Double Six, donc de Totland, donc du territoire de Big Mom, parce que je vous le rappelle, les Germa Double Six avaient aidé l'équipage du Fire Tank et l'équipage du Chapeau de Paille à affronter du coup l'Ionko. Et donc cette mini-série donc lève un peu le voile sur comment est-ce qu'ils se sont évadés, enfin pour la plupart, hein, je vais y revenir juste après. Et du coup c'est assez cool parce que personnellement moi je me posais pas mal de questions sur notamment est-ce qu'ils allaient pouvoir s'évader, est-ce qu'ils allaient pouvoir on va dire retourner sur East Blue. Et je pense que du coup cette mini-série va y répondre et c'est super cool parce qu'on voit du coup le point de vue de Judge, de Ichiji et de Reiju, donc qui eux ont réussi plus ou moins à s'échapper ou en tout cas ont réussi à rejoindre leur armée. On les voit d'ailleurs sur leur équipage, enfin sur leur bateau escargot. Et on peut retrouver aussi du coup le point de vue de Niji et Yonji qui eux sont un peu plus dans la merde parce que je vous le rappelle, ils étaient partis aider Sanji et Luffy alors que ces derniers étaient un peu encerclés par quasiment toute l'armée de Big Mom. Donc on les voit là qui sont un peu dans la merde, hein, on va pas se le cacher, ils ont été capturés et mis dans les livres de Mondor je crois, Charlotte Mondor si je ne dis pas de conneries. Et voilà, et du coup cette cover donc, de ce chapitre, elle est assez cool parce qu'on voit justement comment elle s'appelle encore, Pudding, voilà, leur mettre de grosses mandales dans la gueule parce qu'ils étaient ceux qui, on va dire, harcelaient le plus Sanji alors que celui-ci était encore un petit merdeux. Voilà, enfin bon, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette cover et je vous propose donc de passer directement au résumé de la situation. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce chapitre fait un peu office de résumé de la situation. C'est-à-dire qu'on a un espèce de petit bilan de ce qui s'est passé durant cet arc. On voit notamment du coup les personnages principaux, ou en tout cas ceux qui ont aidé, en train de quitter le champ de bataille, donc ils commencent à, on va dire, évacuer les lieux. On voit aussi du coup Zoro qui est dans un sale état, qui est donc en train d'être sauvé par Franky. Et ça c'est assez cool, mais j'y reviendrai justement par la suite. Mais surtout, ce qu'on retient de ce chapitre, c'est que le bilan pour les antagonistes principaux, c'est un bilan, on va dire, très mauvais. C'est une défaite plus que cuisante. Quand je parle d'antagonistes principaux, je pense notamment à Kaido ou à Big Mom. Et justement, si on prend le cas du premier, on note que tous ces généraux sont en train de tomber. Ou en tout cas, sont déjà tous tombés, en fait, clairement. Je pense notamment aux Tobilopo qui sont soit KO, soit ont déserté. Je pense aux Okanban qui se sont fait péter la gueule, donc Jack par Nekomamushi et Inuarashi. King qui s'est fait péter la gueule par Zoro, d'ailleurs comme je vous l'ai dit Zoro on y reviendra juste après, et Queen donc qui s'est fait latter la gueule par Sanji, donc ça c'est assez cool parce qu'ils se sont fait du coup péter la gueule par les deux on va dire généraux de Luffy, les deux généraux principaux, et donc ça c'est super cool. Pareil au niveau des numbers, d'ailleurs les numbers parlons-en parce que personnellement moi je trouve que ça a été la douche froide, hein, ces numbers, on va pas se le cacher, parce que très sincèrement, je m'attendais un peu plus. De ces numbers. Je pense notamment au chapitre où ils étaient introduits. On voyait donc des enfants en train de jouer, je crois, et au loin, on les voyait donc débarquer en mode hyper imposant, hyper
puissants, tout simplement, ils auraient dégagé quelque chose, et au bout du compte, ce n'était que des idiots sur un champ de bataille. Bon, après, bon, c'est peut-être moi qui m'étais hypé un peu trop pour ces numbers-là, mais bon. Et donc, pour ce qui est du reste de l'armée de Kaido, donc je parle des sous-fifres, donc les gifters ou ces autres trucs-là, et bah eux, on ne pense même pas à eux, hein, c'est clairement des sous-merdes, du coup, on s'en bat un peu tous les couilles, je pense. Mais voilà, globalement, Kaido est dans une défaite totale. Et si on prend le cas de Big Mom, donc aussi, parce que ça a été, on va pas se le cacher, avec Kaido, l'une des grandes antagonistes de cet arc, et ben elle a été encore plus battue. Tout simplement parce que Big Mom a mordu la poussière. Ouais. Et oui, contrairement à son homologue, Big Mom, elle, a déjà mordu la poussière, et de plus par deux membres de la pire génération, qui sont donc Law et Kid. D'ailleurs, on reparlera de leur combat juste après. Mais du coup, la chose à retenir là-dedans, c'est qu'un Yonko est tombé, ce qui va donc très certainement causer de très grands déséquilibres dans le monde de One Piece. Parce que je vous le rappelle, One Piece, on va dire dans ce monde-là, il y a un pouvoir en place, un pouvoir qui est maintenu par les Shichibukai, la marine et les Yonko. Ce sont ces trois organismes, ces trois formes de pouvoir qui maintiennent le pouvoir du monde. Et donc en perdre un comme ça va certainement poser pas mal de problèmes, et j'ai hâte de voir donc ce que ça va du coup engendrer sur le monde de One Piece. Alors on avait déjà eu la perte de Barbe Blanche en tant que Yonko, mais on va dire que la perte de Barbe Blanche a directement été comblée par la suite par du coup la montée en puissance de Barbe Noire. Et là, dans le cas de Big Mom, je ne pense pas que ça sera le cas. En tout cas, je ne pense pas que Law, putain j'ai fait une fusion, que Law et Kid du coup se mettront du coup en avant, ou en tout cas prétendront à la place de Yonko. Donc c'est quelque chose à suivre là-dessus. Et du coup, concernant ce fight, j'ai pour ma part quelques déceptions. Effectivement, la quasi-totalité de ce fight s'est déroulée en hors-champ. On n'a quasiment rien vu de ce combat, si ce n'est du coup le fait donc que Law et Kid étaient mal en point, qu'ils se sont relevés, qu'ils se sont refait rétamer, qu'ils se sont relevés encore une fois. Mais enfin bon, ça n'enlève rien au fait que le final était très intense et très, on va dire, très shonen, hein, concrètement. On a eu du coup Law qui a donc utilisé une putain de technique trop géniale avec son épée qui grandit là et qui va jusqu'au centre de Wano Kuni pour lâcher une espèce d'onde de choc, donc que Big Mom s'est pris en pleine poire, et Kid qui juste après en plus rajoute une couche avec un espèce de rayon laser là qui a fait descendre Big Mom du coup, et qui a donc été super cool. D'ailleurs concernant ce truc avec Kid là, je me suis dit mais bordel de putain de merde, d'où est-ce qu'il sort un putain de laser ce mec? Enfin je veux dire, son pouvoir c'est quand même le magnétisme, hein. Il gère pas les lasers, c'est quoi le délire là? Parce que moi je sais, E égale MC2, moi j'ai suivi les cours de physique, ça marche pas comme ça, hein. Concernant du coup toute la mise en scène autour de la défaite de Big Mom, je trouve personnellement que Oda a géré. Tout simplement parce que personnellement je m'attendais à ce qu'il fasse, on va dire, cet amalgame entre on l'a déjà vu dans l'arc Whole Cake Island, du coup on va pas trop s'y attacher et on va la faire perdre facilement, chose que personnellement je ne voulais pas, tout simplement parce que Big Mom est une Yonko et il fallait en tout cas qu'on ressente du coup sa puissance et que même sa défaite soit spectaculaire, chose du coup qu'il a réussi avec brio. Effectivement, le simple fait que Kid et Law doivent se démener et doivent donc sortir le grand jeu, quitte à lancer des attaques qui font qu'ils ne pourront plus du coup combattre juste après, c'est quelque chose qui montre la grandeur de Big Mom. Et encore plus, le fait que justement, la vieille peau, pendant qu'elle était en train de se prendre ses attaques, pouvait toujours faire des choses, genre elle pouvait encore réfléchir, elle pouvait encore penser, elle ne la subissait pas, on va dire, cette attaque surpuissante, cette attaque combinée qu'a lancé donc Law et Kid. Et en soi, donc sa défaite a été encore plus renforcée du coup par la fin, par ce qu'elle dit à la fin, la chose qu'elle dit quand elle dit qu'elle reviendra, qu'elle ne laissera pas ça couler et qu'elle reviendra. Et ça c'est super intéressant. Au niveau des antagonistes un peu plus secondaires, des choses se sont aussi passées. Je pense notamment du coup au CP0 ou à Orochi. D'ailleurs CP0 qui personnellement me font assez rire parce que putain de merde, ils ont la même hargne que Bowser pour serrer Peach, sauf que eux c'est pour Nico Robin. Et du coup, une des choses super intéressantes donc, qui est arrivée au CP0, c'est bien évidemment le combat qu'ils ont mené contre Izo. Izo qui, je vous le rappelle, était un ancien commandant de Barbe Blanche, un fourreau rouge et accessoirement le grand frère de Kiku.
On peut donc noter que Izo a réussi à mettre KO du coup un membre du CP0 et on en a amoché un autre. Donc celui qui l'a mis KO, je crois qu'il s'appelle Maha, si je ne dis pas de conneries. Mais enfin bref, c'est pas la chose la plus importante parce que juste après, quelque chose d'encore plus énigmatique et d'encore plus intéressant est arrivé. Et effectivement, le membre restant du CP0 reçoit donc un appel lui disant d'aller mettre fin à la vie de Luffy, et ce qu'importe la situation, même si Luffy est en train d'actuellement affronter l'une des créatures les plus puissantes de ce monde. D'ailleurs, autre chose très intéressante à noter, c'est que cet ordre vient directement des doyens, ce qui fait que on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que ceux-ci ont reçu du coup des indications de la part de Im-sama indiquant par exemple le fait que Luffy allait devenir une de ces lumières du monde, hein. Je vous rappelle que c'est le terme employé durant les anciens chapitres, je crois. Et du coup c'est quelque chose de très énigmatique. On peut très bien se poser des questions par rapport à ça. Pourquoi est-ce que Luffy devrait être une menace maintenant et pas avant? À part ça, il y a eu autre chose d'intéressant aussi, notamment du côté de Diez Drake, qui se relève enfin du coup, et qui du coup, je pense, a entendu la conversation que les membres du CP0 a entretenue avec son collègue. Et le truc qu'il dit est assez énigmatique, effectivement. Il dit quelque chose du style « Ils s'attendent à ce que je m'écroule les mains vides ». Et là, on peut se poser plusieurs questions. Premièrement, pourquoi est-ce qu'il parle de main vide? Est-ce qu'il avait quelque chose à récupérer, quelque chose à ramener? Et est-ce que cette chose en question avait un lien avec le fait qu'il ait infiltré du coup l'équipage au 100 bêtes? Et ça c'est quelque chose de très intéressant. Moi aussi je posais la question du coup. À part ça du coup, au niveau de l'autre antagoniste secondaire, je pense du coup à Orochi, il y a des choses très intéressantes à dire puisqu'il se fait littéralement rouler dessus par Yori, hein, qui je vous le rappelle du coup est la sœur de Momonosuke, hein, qui se faisait passer pour Komurasaki, donc une Oiran que Orochi s'était épris. Et du coup, elle a réussi l'exploit de faire rentrer Orochi en contact avec du granit marin pour pouvoir du coup empêcher le fait que ce personnage du coup se transforme en une espèce d'hydre. Alors je sais que techniquement son fruit du démon c'est le Ebinomi modèle Yamata no Orochi, hein, mais bon, vous allez pas me casser les couilles, c'est une hydre, hein, elle a plusieurs têtes, c'est un espèce de serpent, cassez pas les couilles, voilà. Et du coup ça c'est super intéressant, j'espère du coup que Orochi va connaître sa fin et j'espère aussi des mains de Yori, c'est bien parti pour en tout cas. Et voilà, bon après on ne sait pas trop si Yori sait se battre mais il y a de grandes chances que oui, d'ailleurs on la voit toujours marcher avec une espèce de biwa si je ne dis pas de conneries. Et du coup je pense que peut-être si elle sait se battre, peut-être que son style de combat a un rapport du coup avec le chant, ou en tout cas avec la musique, un peu dans la manière de Scratchman Apu avec son fruit là. Peut-être que Yuri aussi a mangé un fruit du démon lui permettant de faire ça, peut-être le Uta Utanomi, je dis n'importe quoi, hein, mais voilà, on peut penser à tout et n'importe quoi. Et pour finir, on était en train de parler de Yuri, parlons maintenant de Zoro. Alors du coup, concernant Zoro, plusieurs questions donc me passent par la tête. Alors juste avant de du coup me poser cette question et du coup vous la poser à vous, j'aimerais qu'on revienne 2 minutes sur ce qu'a fait Zoro durant cet arc, parce que c'est quand même quelque chose de, on va dire, assez notable. Je vous le rappelle, durant cet arc, Zoro s'est tapé contre pas mal de pointures. Je pense notamment à certains Tobilopo tels que Scratchman Apu ou encore à Diez Drake, et c'est pas tout, hein, il s'est tapé contre pas mal de gifters pour monter en haut jusqu'à Kaido. Lorsqu'il est arrivé auprès de Kaido, il s'est pris un sale coup qui l'a mis KO, hein, pendant un très long moment. Il y avait tous ses os qui étaient brisés, enfin bref, son corps ne supportait plus du coup donc le fait de se battre. Et du coup, suite à ça, il avait du coup reçu un médicament de la part de Chopper, mais Chopper lui avait spécifié quelque chose, c'est qu'il serait capable de se battre dans la seconde qui suit, mais le problème c'est que les contre-coups de ce médicament seraient très dévastateurs pour son corps. Et ça c'est quelque chose qui est très intéressant parce que justement ça ramène du coup la question des conséquences des fights, et encore plus pour Zoro parce que je vous le rappelle qu'à chaque fois qu'il y a un combat contre un membre d'équipage ou contre d'autres personnes, c'est toujours Zoro qui finit le plus mal en point. Et du coup voilà, avoir des espèces de conséquences de ces fights par rapport à Zoro, je pense notamment à, par exemple l'incapacité de retenir un sabre pendant telle ou telle date ou ce genre de truc, ça peut amener quelque chose de très intéressant dans l'équipage des chapeaux de paille, et du coup c'est quelque chose que personnellement j'aimerais bien voir par la suite.
Comme je vous l'ai dit, du coup, pas mal de mystères ont aussi été renforcés durant ce chapitre, notamment entourant du coup Zunisha. Zunisha, que je vous le rappelle, du coup, est l'espèce d'éléphant géant donc sur lequel vivent les Minx. Et du coup, personnellement, moi je me posais pas mal de questions concernant Zunisha, notamment pourquoi est-ce qu'il est là? Je veux dire par là, alors on sait, hein, il l'a dit, il est là pour aider Momonosuke durant son combat. Mais moi la question que je me pose en fait c'est comment est-ce qu'il sait qu'il y a un combat? Alors on savait du coup que Momonosuke a eu des conversations avec lui. Est-ce que du coup Momonosuke lui a parlé du coup de ce jour fatidique, de cette attaque? Si oui, ben pourquoi est-ce qu'il arrive que maintenant? Et du coup je me pose plutôt la question, est-ce que du coup Momonosuke a un peu le pouvoir d'invoquer Zunisha? Ou est-ce que celui-ci, donc ce dernier, donc Zunisha, arrive à ressentir du coup que Momo a besoin de lui et du coup se ramène à chaque fois si c'est le cas. Enfin c'est des choses qu'on peut se poser comme question. Et du coup au début je me posais aussi la question à savoir du coup qu'est-ce qu'il fait là vu que la guerre est presque finie, à quoi est-ce qu'il va servir. Mais en fait Zunisha peut avoir plusieurs utilités. Notamment celle d'écraser du coup la flotte de la marine qui je vous le rappelle est en train d'encercler à l'heure actuelle Wano Kuni. Donc ça peut être aussi du coup quelque chose de très intéressant à voir. Et du coup, autre chose très intéressante qui pourrait du coup découler du fait que Zunisha arrive, c'est que le monde du coup prenne connaissance que Momonosuke peut donc lui donner des ordres. Et ça peut être très utile du coup pour l'ouverture de Wano au reste du monde. Parce qu'on va dire que Zunisha pourrait du coup agir comme une espèce d'arme nucléaire, d'arme de dissuasion, du coup qui pourrait, on va dire, faire réfléchir à deux fois la marine ou tout autre organisme dans du coup l'idée d'aller attaquer Wano Kuni. Et du coup, concernant les mystères autour de Zunisha, etc., j'avais quelques attentes et je suis assez déçu là-dessus. Mais bon, après, personnellement, c'est peut-être parce que je me suis un peu hypé moi-même, parce que je me disais justement que si Zunisha allait arriver, du coup, enfin, qu'il a été introduit dans le chapitre précédent vers la fin, je me disais que peut-être on allait eu droit, du coup, à quelques révélations sur Zunisha, donc sur ce qu'il a fait, du coup, il y a 800 ans, ou sur son lien avec Momonosuke, par exemple. Et ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé du tout dans ce chapitre, on est toujours au même point, et du coup pour moi c'est un peu une douche froide. Mais bon, on va dire que c'est ma faute. Et du coup, un autre mystère très intéressant qui nous a été révélé durant ce chapitre, c'est le mystère autour de Rox. Alors je m'explique, il n'y a pas grand chose qui a été dit, mais il y a surtout une chose qui a été dit par Big Mom, donc c'était pendant le flashback de la première rencontre entre Kaido et Big Mom du coup. Big Mom a fait, on va dire, paraître le fait qu'elle ne respecte pas Rox. Elle le traite de bon à rien et dit même à Kaido de ne pas lui faire confiance. Et ça c'est quelque chose qui moi personnellement me fait poser pas mal de questions, parce que je vous le rappelle, Rox avait sous ses ordres pas mal de grands noms de la piraterie actuelle. Les Yonko, notamment Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, faisaient partie de son équipage. Mais d'autres personnes aussi, je pense notamment à Capitaine John ou ce genre de pirate très connu dans l'univers de One Piece. Sauf que là, on voit que du coup, Big Mom ne le respecte pas du tout même. Et ça, du coup, je me pose la question à savoir, du coup, quel genre de pirate était en fait Rox? Parce que personnellement, lorsqu'on voit du coup ces grands noms de la piraterie, on peut se dire que cet homme était peut-être quelqu'un de très fort et du coup de très dominant par rapport à eux. Mais que nenni, personnellement, je le vois plus comme un espèce de Luffy ou de Barbe Noire. Alors pour l'équipage de Chapeau de Paille, vous voyez un peu ce que je veux dire, je pense notamment à ce genre de capitaine qui n'instaure pas une sorte de domination sur leur équipage, comme le fait par exemple Luffy. Luffy c'est avant tout une bande de potes, et alors certaines personnes pourraient aussi du coup discuter sur le fait que Barbe Noire soit le même genre de pirate qu'est Luffy, mais en fait si vous regardez, alors certes l'équipage de Barbe Noire ils sont dégueulasses, ils sont tout ce que vous voulez, mais c'est avant tout une très bonne bande de potes, parce que je prends par exemple le passage où on les voit juste après Marineford lorsqu'ils avaient capturé Joel Riboni, il y a un des membres de l'équipage de Barbe Noire, je crois que c'était je sais plus, je crois que c'était Azaro Pizarro ou Katarina Devon, je sais plus, mais en tout cas l'un des deux avait dit sous le ton de la plaisanterie qu'ils allaient du coup prendre la place de Teach en tant que capitaine, et ça s'est passé du coup on va dire comme une sorte de blague, genre Teach n'a rien fait, n'a rien dit, etc. pour leur dire non c'est moi le capitaine, c'est moi qui domine, et du coup je pense très sincèrement que Rox serait ce genre de pirate. Après du coup à voir exactement comment est-ce qu'il procédait dans son équipage, mais en tout cas ça reste très intéressant.
Et enfin, on a donc l'introduction du fight final, la chose qu'on attendait depuis le début de cet arc. Effectivement, le combat Luffy versus Kaido, qui du coup nous est montré et du coup nous est lancé, nous est introduit donc dans ce chapitre par un Kaido en pleurs qui pleure du coup Big Mom et du coup leur rêve de s'entraider afin de trouver le One Piece, ce qui a pour but de mettre Luffy dans une colère noire, tout simplement parce qu'ici on a une sorte de divergence vis-à-vis des rêves. L'un est prêt à tout sacrifier, même les gens aux alentours, un pays, etc., à mettre le monde à feu et à sang pour pouvoir réaliser leurs rêves, et l'autre, tout simplement, qui souhaite, on va dire, réaliser son rêve, donc atteindre une certaine liberté, sans pour autant en priver les autres. Et ça, c'est putain de cool. Et du coup, chose très intéressante qu'on peut noter durant ce début de combat, c'est que Luffy passe du coup en Gear Force Snake Man. Et d'ailleurs, pour ceux qui avaient des théories concernant les autres gears, en tout cas, voilà pour ce chapitre qui du coup se conclut et qui du coup annonce une très grande bataille entre Luffy et Kaido qui s'annonce très mouvementée et très shonen. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette review. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Vous l'avez vu, on a eu donc droit à un chapitre très bon qui nous permet du coup de, on va dire, reprendre bien la situation avant de réellement commencer les hostilités avec le fight final. En tout cas, voilà. Personnellement, c'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé, et je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez un peu les mêmes interprétations que moi, etc. Ça peut être cool d'en discuter, et voilà, sur ce, c'était Roy Sama, on se dit à très bientôt, Johnny.